ce qui fait que vous n'allez pas à la messe le dimanche ou au catéchisme, et du coup vous n'étiez pas invité aux anniversaires, vous avez donc senti un peu la différence. Puis vous avez grandi, vous êtes devenu journaliste, auteur, vous avez écrit sur les Roms, sur la boulimie, sur l'anorexie, entre autres. Vous êtes journaliste touriste, mais vous êtes souvent allé en Israël, en tant que journaliste touriste. Puis votre second mari, qui n'est pas juif, un jour vous a dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière le discours officiel, alors voir de l'autre côté. Et vous y allez d'abord avec lui en novembre 22, et puis vous y retournez début 2023. Et dans ce livre-là, vous partagez vos observations, vos impressions, vous partagez aussi vos amis, vos choix, vos familles, vos interrogations sur votre identité. Aussi par petites touches, un peu, pour éclairer les commentaires. C'est un récit très personnel, à la première personne, aussi très factuel. Vous décrivez ce que vous voyez, les rencontres, et ce à quoi cela vous renvoie. Mais votre livre commence par une sorte de zigzag vertigineux. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un zigzag vertigineux. Il y a quelques petits paragraphes au début du livre, et puis pour moi, qui faisait bam, 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 quoi. Et qui, voilà, c'est très factuel, sans commentaire, à propos des faits qui se sont passés pendant la période de vos séjours, hein, entre novembre 23, février 2022. Et puis voilà, c'est insulte d'un journaliste, insulte d'une journaliste qui a un nom arabe, une journaliste française avec un nom arabe, attentat faisant la mort et 18 blessés du côté israélien, 2 Palestiniens tués, 3 morts dont 2 enfants israéliens. Voilà, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous aviez voulu dire par tout ça? Voilà, ce sera ma première question. J'ai voulu montrer que l'agressivité, la haine est des deux côtés. Qu'il y a effectivement mort aux Arabes et des gamins à Jenin qui se font tuer, et il y a les attentats, voitures brûlées, il y a les attentats en Israël. C'est un dialogue de sourds, c'est la haine est bien partagée. Je vous ai vu un peu réagir au moment où je commençais à parler. Vous aviez quelque chose, d'autres choses à rajouter, à dire? Oui, alors je suis issue d'une famille juive, mais plutôt laïque, hein, pas très pratiquant. Ils venaient d'Algérie, les juifs là-bas étaient souvent laïques, parce que français depuis le décret Crémieux, et donc on trouve beaucoup de juifs laïques en Algérie. Donc, j'ai été bercée dans un discours sioniste, mais pas religieux. Voilà. Alors, je vais vous demander aussi, parce que comment cela se fait pour vous? Vous dites que c'est la première fois que vous alliez de l'autre côté du mur. D'après vous, comment cela fait-il que vous n'y étiez pas allé avant, que vous n'avez pas eu envie d'aller avant? Est-ce que c'était une sorte d'indifférence, une sorte d'adhésion ou de sidération même par rapport à ce fameux discours officiel dont vous parlez? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de ce discours officiel et puis aussi des idées reçues que vous avez peut-être eues qui font que cette curiosité ne s'est déclenchée après? Et vous dites aussi, c'est votre mari en fait qui vous a proposé d'aller voir de l'autre côté. Oui, je suis beaucoup allée en Israël, j'avais un attachement à Israël en tant que juive française. Et j'y suis allée souvent en reportage. Et puis à Jérusalem, on voit bien le mur de séparation. Je voyais ce mur, et je disais qu'est-ce que c'est que ce mur? Et les gens me disaient, les Israéliens, et ben derrière il y a les Palestiniens, ils ont ce qu'ils méritent, ils font sauter les bus, les boîtes de nuit, ils ont caressé derrière le mur. Et puis, j'étais quand même intriguée, parce que quand il y a un mur, moi j'ai envie d'aller derrière. C'est pour ça que je suis journaliste, parce que je suis curieuse. Et puis, mon mari qui ne voulait pas aller en Israël à cause du gouvernement d'extrême droite, c'est un bon mari, un militant plutôt socialiste, m'avait dit, écoute, on pourrait aller en Cisjordanie, plutôt pour voir. Alors moi j'avais des réticences parce qu'on m'avait dit c'est dangereux, c'est très dangereux, surtout si t'es juif, c'est très dangereux d'aller là-bas, il y a des viols, il y a des attaques. Donc j'avais des réticences, et puis j'ai trouvé une guide palestinienne qui pouvait nous y conduire, avec qui j'avais établi un bon contact.
Et après, je dis, ben, pourquoi pas. Mais j'avais quand même peur. Et finalement, la réalité, c'était pas du tout ça. En fin de compte, on a trouvé des gens qui avaient plutôt envie de raconter leur vie, plutôt envie de raconter leur quotidien. On n'a pas vécu d'insécurité. L'insécurité que j'ai trouvée, c'était celle qui était engendrée par la présence militaire, qui est assez effrayante, parce que vous voyez des militaires partout avec des fusils d'assaut. Vous voyez ce mur de séparation avec des miradors. Ça fait peur. Mais je n'ai jamais vécu d'insécurité à cause des Palestiniens. Au contraire, on a eu un très bon accueil. Est-ce qu'on peut parler d'une situation d'apartheid? Oh, ben, oui, on peut clairement parler d'une situation d'apartheid qui saute aux yeux dès qu'on y met un pied. Hein. Alors ça se joue, c'est au niveau des droits. Les Palestiniens n'ont absolument pas les mêmes droits que les Israéliens. À commencer par celui l'interdiction de conduire en Israël. Un Palestinien n'a pas le droit de conduire en Israël. Ce sont des injustices criantes tout le temps. C'est les attentes humiliantes au checkpoint. J'ai vécu une fois cette attente de 5 heures à Jéricho pour passer le checkpoint. C'est très humiliant, c'est très fatigant. Rien n'est fait pour une telle attente. Hein. Il y a les balles perdues qui peuvent arriver en Cisjordanie, au checkpoint, la personne conduit vite ou téléphone au volant, pof, balle perdue. Après, on met les corps au frigo, on les rend pas à la famille, et les corps, on peut les garder 3-4 ans au frigo. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent aux Palestiniens, à tel point qu'il y a une ONG qui a demandé une enquête à l'ONU parce que pour une histoire de trafic d'organes. Certains pensent que c'est un trafic d'organes, d'autres pensent que c'est pour humilier un peu plus les familles. Donc c'est au quotidien. J'ai rencontré beaucoup de couples aussi, des couples binationaux, qui ne peuvent pas vivre ensemble, tout est fait pour les décourager. Les couples binationaux, le partenaire étranger n'aura pas de résidence, de permis de résidence, il devra multiplier les visas de tourisme. C'est vrai aussi pour les Arabes israéliens qui épousent un étranger, un palestinien, une palestinienne. Eh bien, cette personne palestinienne n'aura que des permis de séjourner, n'aura jamais la résidence. Et ça, c'est. Et voilà, j'ai rencontré des couples qui sont mariés depuis 35 ans, qui vivent au gré des visas de tourisme et donc des interdictions de séjourner. Et c'est comme ça au quotidien tout le temps, quoi. Ils ont tout le temps des. Là, en ce moment, depuis le 7 octobre, la situation que je raconte est déjà dramatique avant le 7 octobre, mais elle a fait qu'empirer depuis. Avant, les Palestiniens pouvaient obtenir un permis de travail en Israël, ce qui leur permettait, ce qui leur assurait un revenu correct, parce qu'en Cisjordanie, il n'y a pas beaucoup de travail et il est très mal rémunéré. Depuis le 7 octobre, les permis de travail sont suspendus, donc il n'y a plus de travail. Les supermarchés se vident et il n'y a plus de boulot en fait. Mon fixeur, c'est-à-dire le journaliste local qui m'a aidé à monter mes interviews, à organiser ma venue pour mon deuxième séjour surtout, il n'a plus de travail depuis 4 mois. Donc c'est très compliqué. Oui, merci. Et d'ailleurs, justement, les personnes qui sont dans la salle qui arrivent et disent tiens, regarde cette carte. Voilà, vous parlez d'une peau de léopard, je pense. Oui, c'est ça. C'est vraiment la peau de léopard. Et c'est vrai que quand j'ai lu votre livre, moi aussi, j'étais dans la naïveté totalement. Peut-être, voilà, je n'ai pas les mêmes origines, peut-être pas de la même manière, par au point de dire, je dirais, enfin voilà, je pensais de savoir, je sais, on sait qu'il se passe que c'est très, très compliqué, très complexe.
Mais à ce point-là, ça fait beaucoup. Vous décrivez à un moment que même pour que quelqu'un qui vit dans ces territoires occupés puisse sortir pour aller à l'Europe, et c'est ce qui s'est passé avec votre fixeur, si j'ai bien compris, il ne va pas sortir du côté facile, quoi, du côté rapide. Il faut faire tout un trajet pour se retrouver à Jéricho, et puis voilà, et puis ensuite arriver enfin à attraper l'avion, tenter qu'ils aient le visa. En fait, ça a l'air vraiment, c'est vraiment très compliqué et très discriminant, en fait. Hein. Et voilà. Comment ça se passe? Voilà, vous me dites que vous avez trouvé, moi j'ai l'impression que vous avez presque trouvé une autre famille là-bas, avec des cultures qui sont peut-être finalement pas si différentes. Aussi, et vous parlez en particulier de la rencontre avec un cuisinier, Fadi Katan, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un accueil oriental là-bas, hein. Je dirais en Israël vous avez un accueil européen, ce sont des Européens, donc vous avez un accueil européen que vous connaissez bien. Mais en Cisjordanie, vous avez un accueil oriental, c'est-à-dire une vraie culture de l'hospitalité, de l'accueil chez soi. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de cadres supérieurs, hein, aussi, qui eux vivaient une situation infernale. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est pour quelqu'un de démuni. Mais j'ai rencontré Fadi Katan, qui est un chef franco-palestinien, qui a un restaurant à Londres, qui s'appelle Yacoub. Ce chef, il est très intéressant, il a fait tout un travail, il est lourd et connu pour sa gastronomie. Nous, on devrait être connus aussi pour le pèlerinage, mais aussi pour la gastronomie, parce qu'il y a une gastronomie en Palestine. Et il dit, le problème, c'est que l'occupation se poursuit jusque dans la sieste, parce que les chefs israéliens, pour la plupart, pas tous, mais la plupart, ils s'approprient les plats palestiniens, ils mettent à la carte des plats qui disent plats israéliens, ils sont palestiniens. Donc il dit, moi ça ne me gêne pas qu'ils les utilisent, mais qu'ils en disent la provenance. C'est vrai qu'il y a une gastronomie là-bas. Non, ce chef est formidable. Je suis allée à Londres dîner chez Yacoub. C'est tout un travail pour faire connaître cette cuisine, pour communiquer, pour informer. Oui, c'est vrai, parce que bon, personnellement, j'avais beaucoup entendu parler de votre guide, qui est israélien. Et qui lui reconnaît la cuisine palestinienne. Ouais, je me suis sentie presque coupable. Après, je suis allée chercher, vous trouvez des très bons interviews de Fadi Katan sur Radio France Internationale en particulier, une très belle émission où justement il parle, vous dites, cette cuisine orientale, mais qui est peut-être aussi en danger à cause de ce morcellement, parce qu'il parle, on parle toujours de la fameuse citation de la rivière à la mer, aller de la rivière à la mer pour aller chercher des produits, ça devient impossible avec la situation actuelle pour un chef palestinien. Se procurer des produits locaux, le local veut peut-être dire 10 km à vol d'oiseau, si j'ai bien compris, mais peut-être 5 heures d'attente avec 3 checkpoints au milieu. Alors, c'est vrai qu'en nous, on a beau jeu de parler de cuisine locale, propre, bonne et juste, etc., mais ça semble. C'est quelque chose du quotidien qui semble aussi très compliqué en Israël. Et pourtant, vous avez été super bien reçu, si j'ai bien compris. Vous avez été invité aussi chez les parents de votre fixeur aussi. Oui, j'ai été invitée partout. Oui. Comment ça s'est passé, cette ambiance orientale, par rapport à ce que vous aviez vécu à Israël? Vous parliez du côté européen, européen, peut-être même occidental, finalement, d'Israël. Et là, vous vous retrouvez dans une ambiance orientale qui a peut-être une chaleur qui est un petit peu différente. Et cette incompréhension entre les deux, en tout cas dans ce territoire-là, qu'est-ce que ça fait là, de sentir ce contraste en franchissant juste quelques mètres?
Voilà, vous avez en Cisjordanie un accueil comme vous en avez en Jordanie, en Égypte, en Algérie, pays que j'ai visité. C'est-à-dire, voilà, des gens qui vous invitent chez eux. Nous, en Europe, on invite rarement les gens chez soi. En général, on leur donne rendez-vous au café ou au restaurant. Et en Israël, c'est ça. Moi, jamais j'ai été reçue en Israël au bout d'un temps de voyage. En Cisjordanie, on vous ouvre la porte très facilement. Mais il y a une autre particularité dont je voudrais parler, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Cache ta médaille, c'est-à-dire Cache ton origine. J'avais une étoile de David que je ne porte plus, enfin, j'en ai une autre là qui est avec une écriture en hébreu qui m'a valu des réflexions partout. Hein. Mais c'est vrai que autant en Israël qu'en Cisjordanie, on vous pose la question de la religion tout le temps. Tout le temps, de quelle religion on est, mais ça aussi bien les militaires que les Palestiniens, la population. Et ça, je trouve ça très fatigant, parce qu'à un moment, je ne veux pas me résumer à une religion, vraiment pas. Et ça, en Israël et en Cisjordanie, on vous pose la question partout. Des fois, on est obligé de mentir. Hein. J'étais avec mon mari et ma guide qui sont chrétiens. À un moment donné, je leur disais que vous êtes juifs, comme ça on peut passer, parce que sans ça, on peut aller nulle part. Quoi. Donc, ça, c'est un vrai problème. Oui, et vous disiez cette essentialisation à la religion. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre, géographiquement l'un de l'autre. Parce qu'à un moment, moi ça m'a vraiment choqué, vous dites qu'il y a un grillage au-dessus de la rue ou au-dessus de la maison pour ne pas recevoir ce que les Israéliens jettent. Voilà. Alors ça, c'est à Hébron. D'accord, c'est uniquement. Ça, c'est à Hébron. C'est dans la vieille ville. On met des grillages parce que les colons, pas les Israéliens, forcément, c'est des colons en tout cas, les Israéliens, qui jettent leurs ordures sur le quartier arabe. Moi, je les ai vus, ces ordures. Arriver. Ouais. Ils jettent leurs ordures sur la population, et encore quand c'est que des ordures, hein, parce que ça a été des cocktails Molotov aussi. Ils peuvent être très très violents, mais ça c'est connu, la violence des colons à l'encontre de la population palestinienne, apeurer le bétail, menacer, frapper, ça c'est connu. Hein. Et ça relève de quoi et comment c'est nourri? Parce que vous parlez à un moment, il y a le mot déshumanisation qui vient à l'esprit, c'est-à-dire, on parle quand même d'êtres humains. D'êtres humains, donc qui certes sont essentialisés à leur religion, mais voilà, on ne traite pas son prochain, toutes les religions disent qu'on ne traite pas son prochain comme de cette manière-là. Alors comment se fait-il que eux, enfin d'après vous, comment se fait-il que eux, ils s'autorisent, non seulement ils s'autorisent, mais ils sont peut-être autorisés à cette sorte de violence-là. Ouais. Ils sont encouragés par le gouvernement d'extrême droite, hein, on leur donne carte blanche, ils sont protégés par l'armée. Donc, alors pourquoi ils font ça? Parce que les colons sont des religieux qui pensent qui croient au grand Israël, et qui pensent que la Cisjordanie leur appartient, que c'est un territoire d'Israël et que les Palestiniens n'ont rien à faire ici. Ils pensent que c'est une terre juive, donc ce qu'ils veulent, c'est que les Palestiniens s'en aillent. C'est pour ça que c'est un dialogue de sourds, parce que les Palestiniens pensent qu'ils sont chez eux aussi. Et c'est Isaac Rabin qui avait dit la Bible n'est ni un cadastre, ni une carte de géographie. Alors, une chose que j'ai appréciée, c'est la couverture. Banksy, le mur, bon, j'ai mis mon t-shirt Banksy que j'ai depuis un petit moment. Voilà. Et en quoi l'art pourrait-il, disons, aider à adoucir? Il le fait déjà, mais est-ce qu'il y aurait des possibilités par rapport à l'art de réunir encore plus ou de faire dialoguer déjà ces deux peuples ensemble pour qu'ils arrivent à se comprendre et à s'écouter?
Ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Le mur de séparation, heureusement qu'il y a des murales hein, pour l'égayer, pour faire passer des messages. Faites du houmous, pas la guerre, pas des murs. Bon, plein de choses. Hein, avec des messages un peu plus graves aussi. Et puis il y a la colombe de Banksy sur un mur. C'est une petite fille aussi, je sais qu'elle y est aussi. Voilà, ça aide à repousser les murs. Maintenant, il y a des artistes, notamment à Ramallah, je crois qu'ils peinent à se faire entendre. Puis surtout, il y a eu un film dont j'ai oublié le nom, mais qui est sorti il y a un an ou deux. Ce film palestinien qui raconte la Nakba, il a été violemment censuré par Israël. Notamment, il y a eu des pressions pour qu'il ne soit pas diffusé sur Netflix. Alors c'est bien dommage parce que c'est un beau film que moi j'ai réussi à voir. C'est un beau film qui raconte la Nakba et la violence de ce qui s'est passé. C'est bien dommage qu'il soit censuré, c'est bien dommage qu'il ne puisse pas être vu par tout le monde, parce que c'est par l'art qu'on peut faire passer des messages et qu'on peut montrer une réalité. Mais enfin, le dialogue, il n'est pas pour demain là-bas. Hein. Mais surtout à travers l'art, oui. En fait, Israël se considère comme la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est bien ça. Est-ce que c'est vraiment une démocratie que vous avez vue, que vous avez vécue à travers vos voyages et à travers cette expérience? Déjà, c'est une démocratie, puisque la religion est au sommet de l'État, son idée religieux, et que même Netanyahou a parlé de puissance pas divine, mais quelque chose comme ça, contre les forces du mal. Enfin, déjà, voilà. Ensuite, c'est une démocratie, on dit c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. C'est surtout un projet européen. C'est un projet européen, c'est une avant-garde européenne, là-bas, plus qu'autre chose. Ensuite, c'est gouverné par une extrême droite extrêmement virulente, donc est-ce qu'on peut encore parler de démocratie? Moi, je ne sais pas si je vais retourner, si je ne serais pas sanctionnée à cause de mon livre, comme d'autres ont pu l'être. Je ne sais pas dans quelle mesure on a une liberté de langage. Alors, j'ai écouté récemment j'ai passé sur beaucoup de réseaux sociaux l'interview de Rima Hassan, qui est une juriste palestinienne, puis qui m'en parle beaucoup parce qu'elle est 11e ou 3e sur la liste aux élections européennes pour la France Insoumise. Et elle utilise donc le mot d'apartheid, on vient d'en parler. Elle parle aussi de risque de génocide et de nettoyage ethnique. C'est très fort. Est-ce qu'il faut dire ces mots? Est-ce qu'il faut les poser comme ça pour peut-être faire réagir par rapport à cette réalité que vous avez vue et que vous mettez en mots de manière totalement factuelle? Chacun se faire son opinion, mais il y a quand même cette réalité qui est là. Faut-il dire ces mots? Alors, c'est un petit peu compliqué, je ne suis pas une spécialiste du Moyen-Orient, je suis une spécialiste de voyage, de rencontrer les gens, d'aller chez les gens, de leur faire parler de leur vie quotidienne. Je peux parler en mon nom. Moi, je parlerai actuellement de ce qui se passe à Gaza, de génocide et de nettoyage ethnique. D'autres l'ont fait avant moi. Il y a Mbappé a écrit un livre qui a été censuré récemment, qui s'appelle Le nettoyage ethnique de la Palestine. Bien sûr, c'est un nettoyage ethnique et un génocide. La riposte d'Israël a été extrêmement violente. La riposte au 7 octobre, c'est la population qui paye le prix fort. Oui. Maintenant, aussi, par rapport plus à, Israël a une position particulière, comme vous dites, vous parlez un peu d'une avancée européenne ou peut-être même occidentale aussi, quand on considère les relations entre les États-Unis et Israël.
Et si on revient vers nos sociétés, parce que Israël aussi, on en entend beaucoup parler, avec, bon, il y a des startups, il y a c'est un pays prospère, il y a une jeunesse, une belle jeunesse, bon, là, il y a beaucoup de technologies aussi qui sont développées à Israël, il y a tout un savoir-faire et une excellence, Israël vend son excellence par rapport à beaucoup de technologies, et puis tout ça allié aussi avec donc, ce dont vous venez de parler par rapport à la démocratie ou théocratie. Notre société aussi évolue par ces relations. On a des changements dans nos sociétés à nous, vers une sorte aussi de radicalisation et de considérer l'autre un peu comme un ennemi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aussi, en voyant comment ça se passe en Israël, est-ce qu'il y a des risques pour nous, ce qu'on appelle encore nos démocraties occidentales, d'aller dans le même sens? Je ne sais pas si je suis la plus compétente Oui. pour répondre à cette question, parce que là on s'éloigne un peu du livre et que, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais vraiment, je peux vous raconter cette expérience de voyage, je peux vous raconter les rencontres que j'ai faites, la vie quotidienne avant le 7 octobre, qui est un peu comme le mur de Berlin, ce livre, parce que je vous parle d'un moment avant le 7 octobre, maintenant c'est la même chose en pire, quoi. Oui. Oui, tout à fait, vous en avez un petit peu parlé, et effectivement ce livre a été terminé, enfin, je sais pas, il devait être sous presse ou déjà juste paru avant le 7 octobre. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vous avait fait? Votre livre sort, et puis il se passe cet événement-là. Voilà. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle est votre réaction? Puisque vous, votre voyage datait finalement d'1 an, en fait, votre début de voyage, donc c'était assez récent par rapport à votre connaissance précédente. Et puis vous voyez tout ce que vous voyez, et il se passe cet événement-là. Qu'est-ce que cela fait? Moi, comme tout le monde, j'ai d'abord été très choquée par le 7 octobre, par ce massacre, comme je suis choquée par le massacre à Gaza. Au-delà de la sortie ou pas d'un livre, qui est anecdotique par rapport à des drames pareils. Comment il est sorti, je me suis dit, ça reste d'actualité, ça fait 75 ans que c'est d'actualité cette histoire. Donc 7 octobre, pas 7 octobre, ça fait 75 ans qu'il y a une occupation et une colonisation. Et donc je pense que ce livre est important, ainsi que plein d'autres livres sur la question. Il faut communiquer là-dessus, il faut donner la parole aux gens. Moi, dans mes livres, j'aime bien donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Je suis plus du côté des opprimés que du côté de l'oppresseur. Alors, quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué dans cette pérégrination? Les rencontres et peut-être même les villes qui vous ont le plus marqué? Beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je me suis beaucoup attachée aux couples dans ce livre, les couples binationaux, parce que ça me faisait tellement réagir, le fait qu'ils ne puissent pas vivre ensemble, que tout soit fait pour les décourager de construire une famille. J'ai rencontré un couple qui a renoncé à avoir des enfants. Un couple, il est arabe-israélien, elle est palestinienne. Ils se sont dit, ça va être trop compliqué d'avoir des enfants de chaque côté de la ligne verte. Où est-ce qu'ils vont vivre? Quelle nationalité ils vont avoir? Pourront-ils aller à l'école? Enfin, c'est des questions comme ça. Donc, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est extrêmement grave. J'ai rencontré un couple qui vit à Ramallah, qui travaille dans une ONG, qui parle 3 langues. Elle est israélienne, elle est arabe-israélienne, lui il est palestinien de Jenin. Et ben, sa famille à lui, non, c'était pas eux qui étaient de Gaza. Non. Eux se posent la question de finir par émigrer parce qu'ils ont 3 enfants, 2 filles, un garçon, et ce sont des enfants apparemment brillants, comme les parents sont brillants. Ils disent on veut leur offrir un avenir. Nous, notre vie, elle est suspendue à des histoires de permis d'1 an. L'année prochaine, on ne sait pas comment on va vivre, on ne peut pas se projeter. Peut-être qu'à un moment, il faudra partir. Puis un autre couple aussi qui vit à Ramallah, lui il est prof de sport et elle est, je ne sais plus, elle a fait Sciences Po, je ne sais plus quel métier elle exerce aujourd'hui. Elle vivait à Londres, elle l'a rencontré, c'est un garçon qui vient de Gaza. Ils ont un enfant, c'est un couple très moderne, très moderne. Et ben lui, pour aller voir sa famille à Gaza, Gaza étant à 2h30 de voiture de Ramallah,
eh ben, il ne peut pas faire ça. Il doit partir en Égypte et de là prendre un bus qui va à Gaza. Le périple dure 3 jours. L'enfant n'a jamais rencontré ses grands-parents. Ce n'est pas possible. C'est terrible d'aller expliquer à un enfant qui ne connaîtra pas ses grands-parents parce qu'à cause d'une politique, c'est terrible. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est la jeunesse et les enfants. C'est-à-dire, pour un enfant, un Israélien, c'est un militaire. Et un enfant israélien, c'est un futur militaire. C'est ça, hein, ce qu'on pense. Donc c'est terrible dans la vision de l'autre, dans la psychologie d'un enfant. Et comment peut-on garder sa culture? On a parlé de la culture à travers la cuisine aussi, mais là, dans ce territoire qui devient de plus en plus morcelé, vous décrivez toutes les difficultés de déplacement qui se passent, qui sont là. Donc les liens familiaux sont distendus aussi, le mur à couper, donc pour les générations peut-être. Comment arrive-t-on, comment vous voyez qu'ils arrivent à garder cette culture orientale, à la transmettre aussi et à transmettre l'état d'esprit, peut-être même plus convivial, si c'est possible, à leurs enfants? C'est la question. Est-ce que cette culture sera toujours là? J'écoutais notre interview avec le président d'honneur de l'association France-Palestine, et puis qui disait, mais on avait l'impression, il parlait de la destruction du palais de justice de Gaza, et avec le commentaire, on rase nos archives. On rase nos archives, vous avez parlé au début des corps qui sont gardés aussi, donc c'est aussi une mémoire qui est gardée. Est-ce qu'on peut... Il y a cette force, en fait, est-ce que vous les voyez, cette force de garder la culture qui est très, très, très propre, très, très importante? Oui, je pense que garderont leur culture, c'est pas ça, c'est garder le moral, parce que la situation est tellement terrible et rien ne laisse supposer que ça va s'améliorer. C'est garder l'espoir, garder le moral. Alors, quand les familles sont soudées, ils gardent ce socle mais là, il n'y a pas de travail, il faut prendre un fixeur, il a 33 ans, il a besoin d'un visa pour tout, il ne peut pas quitter la terre sans un visa, qui lui est souvent refusé, donc il est coincé comme dans une souricière. C'est difficile de garder le moral, pas de travail quand on a 30 ans, qu'on est diplômé, pas d'avenir, pas de perspective à part avoir des militaires armés. Parce qu'on ne s'amuse pas en Cisjordanie, hein, il n'y a pas de boîte de nuit, peut-être un malade, mais encore. On ne s'amuse pas. Alors d'un côté, vous avez la culture de la fête en Israël, Tel Aviv et tout, et de l'autre, vous avez un endroit où on ne s'amuse pas. Quand on a 30 ans, c'est difficile hein, d'avoir envie de se marier, de se projeter. Beaucoup de jeunes ne veulent pas se marier, ne veulent pas construire une famille, c'est pour élever dans ces conditions-là. Ils pensent qu'une chose, c'est à partir, mais partir, il faut pouvoir, financièrement, il faut pouvoir avec les visas. Hein. Donc, c'est plutôt la dépression moi, que je sens chez les gens que je connais. Je ne peux pas parler du nom de tout le monde. Les gens que je connais, c'est plutôt une dépression qui s'installe parce que ça dure des mois, parce qu'on ne voit pas d'issue. C'est plutôt une dépression. Si on en revient à vous et puis votre expérience, vous avez parlé de votre médaille. J'ai aussi l'impression qu'à travers ce livre, bon, vous vouliez aussi peut-être interroger un peu votre identité. Bon, vous dites que vous êtes né juif, d'une famille laïque. À la fin, voilà, vous terminez en parlant de votre mère, puisque la transmission se fait par la mère, et vous lui dites « je t'ai rien demandé ». Voilà, et donc, aussi à travers ce livre, alors je n'ai pas lu tous vos livres, mais à travers ce livre, j'ai l'impression que vous vous affirmez, vous vous retrouvez, ou vous trouvez, vous dites, bon, mais voilà, effectivement, je suis ce que j'ai le blason, j'ai tout ça, mon grand-père et tout, mais je suis bien française, finalement, et puis finalement, c'est ce qui compte, il y a comme une affirmation, est-ce que c'est bien ça?
Oui, je finis en disant le judaïsme se transmet par la mère et Odette, je t'ai rien demandé. C'est parce que, effectivement, c'est pas un choix. D'abord, c'est pas un choix. Ensuite, je ne me reconnais pas dans ce judaïsme-là qui est religieux, le judaïsme de ma famille qui est religieux, qui est raciste, excluant l'autre, parlant de goy pour parler des autres. Je ne me reconnais pas là-dedans. Et puis au-delà de ça, ça veut dire, je ne me reconnais pas dans le discours d'Israël qui parle au nom des Juifs du monde et de la diaspora. Je veux dire, je ne veux pas être prise en otage par ce discours. Israël doit parler au nom des Israéliens, mais pas au nom des Juifs. Moi, je ne me reconnais ni dans rien. Je ne me reconnais pas dans le discours d'Israël, je ne me reconnais pas dans la culture israélienne. Et je ne veux pas être associée à cette politique non plus. Donc, mon judaïsme, c'est pas celui-là. Mon judaïsme, c'est le sentiment d'appartenir à une histoire. Mais c'est tout. Après, j'ai épousé un chrétien et je m'en porte très très bien. Voilà, peut-être que pour terminer, vous pourriez nous parler un peu peut-être aussi de votre parcours, puisque vous écrivez beaucoup sur des parcours à la marge. Un peu, vous avez parlé de bulimie, d'anorexie, vous avez aussi écrit un livre sur une jeune Rome aussi. Donc des personnages, enfin, pas une jeune Rome, effectivement, un personnage à la marge. Je ne vais pas dire qu'une anorexie ou une boulimie est à la marge, mais ce sont des personnes qui ont des difficultés de vie. Voilà, qui se démarquent des autres personnes. Qu'est-ce que vous avez trouvé aussi là vous avez voilà, les Palestiniens par rapport à Israël que vous connaissiez, voilà, c'est autre chose, c'est pas d'autres personnes. En quoi cela vous, voilà, ça vous fait votre cohérence et votre continuité dans tous ces récits et toutes ces curiosités que vous avez eues, peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, bah déjà par mon métier de journaliste, je m'intéresse aux autres. J'ai fait énormément d'articles en psychologie, je travaille sur les autres cultures, parce que pour moi c'est important de sortir de la culture du clocher qui consiste à parler que de sa propre culture. Les Juifs écrivent sur les Juifs, les Antillais sur les Antillais, et puis on n'en sort pas. Moi, je ne sais pas du tout ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est m'intéresser aux autres, c'est faire tomber les frontières. Donc, de livre en livre, je construis ce monde-là qui est de parler des autres. J'ai écrit un livre sur la championne du monde de boxe anglaise à un moment où on commençait à peine à parler de la boxe féminine, pour faire connaître ça, pour redonner ses couleurs au dollar. J'ai écrit sur une jeune femme roumaine que j'ai aidé à sortir de la zone grise, parce que j'ai fait partie du secours catholique pendant très longtemps pour intervenir sur les bidonvilles. Donc je m'intéresse je crois que c'est Marek Hetman, qui est un penseur juif polonais, qui dit être juif, c'est être du côté de l'opprimé, pas du côté de l'oppresseur. Et moi, j'ai fait bien ce mantra. C'est important pour moi de m'intéresser, de tendre le micro à des gens qui l'ont jamais. Ça, c'est ma démarche en presse et en littérature. C'est de donner le micro à des gens qui ne l'ont pas, pour leur donner une tribune. C'est ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait de livre en livre. Oui, comme vous dites, quand on est juif, on est du côté des opprimés, avec tout ce que vous voulez nous dire. On peut avoir peut-être des doutes par rapport au respect de cette maxime de la part des autres juifs. Ça n'engage que. Oui. Moi, je parle en mon nom. Je ne parle pas en nom des. Je déteste qu'on parle au nom des juifs parce que autant de judaïsme, autant de personnes, autant de pensées, autant d'opinions. Et ça s'explique par mon parcours. Moi, enfant, j'ai souffert du racisme. Clairement, on souffert du racisme. C'était la France des années 70. Les petits villages, le délit qui consistait à avoir des propos racistes n'était pas puni par la loi. Donc, on entendait toutes les couleurs.
forte de cet apprentissage, j'ai décidé de faire autrement. Et j'ai décidé de vivre à Paris quand j'étais jeune fille parce qu'il y avait une ouverture sur d'autres cultures, justement. Merci. On va peut-être passer aux questions du public. Voilà, oui. Alors, je sais pas, on est peu. Hein, alors, je peux vous prendre en photo, vous m'autorisez à faire une photo de public. Vous êtes un beau public. Merci. Pour le moment où la dame a le micro en main. Encore mieux.